Gabriel Duval, un millionnaire habitué à un contrôle absolu, se retrouva inopinément arrêté dans un modeste marché au cœur de la Provence. Non pas par le parfum enivrant des herbes de la garrigue ou le charme des étals improvisés, mais par un visage. Une petite fille aux tresses et à la robe violette, une ressemblance frappante avec son ex-épouse défunte, Claire, qui avait disparu des années auparavant. À partir de cet instant, le passé qu'il avait enseveli sous des couches de silence et de culpabilité commença à crier. Et la vie qu'il pensait maîtriser ne serait plus jamais la même. Le soleil provençal frappait sans pitié l'asphalte fissuré lorsque la voiture de luxe de Gabriel, une Porsche, toussa et s'arrêta au milieu de la route poussiéreuse. L'air conditionné de l'habitacle cessa de fonctionner, et le silence soudain révéla les bruits étouffés d'un petit marché improvisé juste devant. Des étals en bois, de la poussière tourbillonnante, le doux parfum des melons mûrs mêlé à l'odeur de la sueur. Gabriel soupira, agacé par la panne de sa voiture et la chaleur étouffante qui collait son costume italien à sa peau. Il vérifia son téléphone. Pas de réseau. Il tenta le GPS. Figé. C'est alors que, levant les yeux, il la vit. Une fillette d'environ 8 ans, assise derrière une table rustique, empilant des abricots avec soin. Ses tresses châtains, sa manière de froncer le nez en comptant la monnaie, son sourire de travers. Il se figea. L'image était un miroir cruel. La fillette était identique à Claire. Elle leva les yeux, sourit, et à cet instant, le monde de Gabriel s'effondra en silence. Gabriel Duval avait bâti sa fortune avec une discipline de fer, une froide détermination et une ambition acharnée. À 42 ans, il possédait l'une des chaînes d'hôtels les plus luxueuses du sud de la France, vivait dans un appartement couvrant 2 étages entiers à Nice et s'envolait dans son jet privé pour des réunions à Paris et Monaco. Mais ce que personne ne voyait, c'était la solitude profonde, soigneusement camouflée par des bilans financiers et des protocoles d'entreprise. Depuis la mort de Claire, 3 ans auparavant, Gabriel n'avait plus jamais été le même. Il s'était rencontré jeune, quand il n'avait rien. Claire était étudiante en lettres, rêveuse, idéaliste. Lui, un vendeur de matelas avec l'ambition d'un géant. Ils se marièrent tôt, entre projets et dîners simples. Mais avec le temps, leur amour fut lentement étouffé par des exigences tacites. La plus grande d'entre elles, avoir des enfants. Gabriel en voulait désespérément. Claire ne pouvait concevoir. 2 années de tentatives incessantes, de visites chez les médecins, de frustrations écrasantes, jusqu'à ce que le silence entre eux devienne plus assourdissant que n'importe quelle dispute. Le divorce arriva sur des papiers froids, après une confrontation finale qu'aucun des deux ne put jamais oublier. 3 mois plus tard, Claire eut un accident de voiture en pleine campagne et mourut avant qu'une réconciliation ne soit possible. Gabriel apprit la nouvelle avec un mélange amer d'incrédulité et de culpabilité. Il enfouit sa douleur dans le travail et ne prononça plus jamais son nom, jusqu'à maintenant. Sur cette route poussiéreuse, devant cette petite fille vendant des fruits, Claire était de nouveau là. Dans ses yeux en amande, dans sa façon d'incliner la tête en écoutant, dans son sourire singulier et asymétrique. Tout était trop semblable pour être une simple coïncidence. Gabriel s'approcha lentement, comme s'il marchait dans un rêve. « Bonjour, monsieur », dit la fillette poliment. « Vous voulez des abricots ?» Il ouvrit la bouche, mais sa voix le trahit. « Quel est ton nom ?»« Adeline, monsieur. » Adeline Bernard. Le cœur de Gabriel s'arrêta une seconde. Bernard. Le nom de jeune fille, de Claire. Le monde tourna au ralenti. Ses mains transpiraient. Son esprit s'emballait de possibilités. Était-elle la fille de Claire? Si oui, pourquoi Claire ne lui avait-elle jamais dit? C'est là, à cet étal de fruits, que tout commença à se défaire. Gabriel avait toujours cru que le succès et la stabilité apporteraient le bonheur. Il imaginait une maison spacieuse, une famille parfaite, des enfants courant dans les couloirs d'un foyer sans dette ni dispute. Claire, en revanche, était faite de poésie et d'intuition. Elle aspirait au temps, à la présence, à l'authenticité. Lorsqu'ils se marièrent, tous deux croyaient pouvoir construire un monde ensemble. Durant leurs premières années, ils vécurent simplement, mais avec une passion intense.
Elle corrigeait des copies sur le canapé. Pendant qu'il planifiait comment lancer sa propre entreprise, il veillait tard, parlait des heures, faisait des projets les yeux fermés. Mais tout commença à basculer lorsqu'ils décidèrent d'avoir des enfants. 2 ans de tests, de cliniques de fertilité et de questions sans réponse. Les examens montraient que Claire avait des difficultés à concevoir. Mais la médecine ne pouvait expliquer à quel point cela affectait leur mariage. Gabriel devenait plus anxieux à chaque tentative. Il se sentait frustré, impuissant. Il commença à travailler davantage, à parler moins. Claire, à son tour, se replia. Elle commença à écrire dans des journaux intimes, à s'isoler, à sourire moins. La première grande rupture ne fut pas un cri, ce fut le silence. Ils tentèrent la thérapie, les vacances, les dîners forcés. Mais la douleur était profonde, née de petites déceptions. Gabriel voulait poursuivre les traitements, adopter, persévérer. Claire disait qu'elle était fatiguée d'être un projet. « Je ne suis pas une usine à bébés, Gabriel, » lui dit-elle lors d'un de leurs derniers dîners. « Je suis la femme que tu as aimée, ou que tu aimais. » Il répondit par le silence le plus cruel qu'il lui ait jamais opposé. L'addition arriva et ils partirent dans des voitures séparées. 3 semaines plus tard, Claire demanda le divorce. Gabriel signa les papiers comme s'il clôturait un contrat commercial. Claire disparut de son radar peu après. Il apprit seulement qu'elle était retournée dans la ville rurale où elle avait grandi. Il envisagea de la chercher, mais sa fierté l'en empêcha. Des mois plus tard, il reçut l'appel. Un accident. Claire était morte seule, sur un chemin de terre. Pas d'adieu, pas de réponse. Gabriel enterra cette douleur avec la précision de quelqu'un qui enfouit un secret profond. C'est pourquoi, debout devant cette fillette aux tresses et au sourire tordu, le sol sembla se dérober sous lui. Adeline portait le nom de jeune fille de Claire. Elle avait ses yeux, elle avait le temps que Gabriel avait perdu à jamais. Et il pensait encore pouvoir tout arranger. Cette nuit-là, Gabriel ne rentra pas directement chez lui. Il gara sa voiture dans un humble motel, le seul des environs, et passa des heures à fixer le plafond de la chambre, tandis que le ventilateur mural bourdonnait monotonement. L'image de la fillette ne le quittait pas. La façon dont elle arrangeait soigneusement les fruits, la manière dont elle fronçait les sourcils en faisant des calculs, son ton de voix doux, respectueux, ferme. C'était comme si Claire était revenue en version enfant. Mais ce qui faisait le plus mal n'était pas la ressemblance. C'était la question qui s'installait, insistante, cruelle. Et si elle est ta fille? Le lendemain matin, avant de retourner à Nice, Gabriel fit demi-tour. Il gara à nouveau sa voiture près du marché. Adeline était là, aidant une femme âgée à installer son étal. La femme devait avoir une 60aine d'années, les mains calleuses, les cheveux tirés en un chignon bas. « Vous êtes sa grand-mère » demanda Gabriel, maladroitement, après avoir acheté 2 courgettes qu'il n'avait aucune idée de comment cuisiner. La femme le toisa du regard. « Oui, y a-t-il un problème ?»« Aucun. C'est juste, j'ai connu sa mère, Claire. » La femme pâlit. Elle s'agrippa au bord de l'étal et, pendant une seconde, Gabriel crut qu'elle allait s'évanouir. « Votre nom » demanda-t-elle, la voix maintenant lourde de quelque chose entre la colère et la peur. « Gabriel Duval. » Elle se détourna sans un mot. Elle entra dans la petite maison en bois derrière le marché et claqua la porte. Gabriel resta là, tenant les courgettes comme si elles étaient les seules choses solides de l'univers. Durant la semaine, il put à peine travailler. Il annula des réunions, éteignit son téléphone et s'enferma dans son bureau. Il fouilla de vieux documents, des albums photos, des coupures de journaux. Il cherchait le moindre indice, la moindre mention d'une grossesse dont il n'avait jamais eu connaissance. À la fin de la semaine, il prit une décision. Il appela Julien, un ancien gendarme qui travaillait maintenant comme détective privé. Ils avaient travaillé ensemble sur une affaire de fraude des années auparavant. « Julien, j'ai besoin de toi pour quelque chose de personnel, délicat et urgent. Dis-moi, une fillette. Son nom est Adeline Bernard, 8 ans. Elle vit à la campagne, avec sa grand-mère. Sa mère était mon ex-femme, je dois tout savoir. Date de naissance, enregistrement, antécédents médicaux, si possible, ADN.
Compris. Mais enquêter sur un mineur est compliqué, Gabriel. Il te faudra une bonne justification. Je la justifierai par la vérité. Peut-être est-elle ma fille. Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil. Je te rappellerai dans quelques jours. Ce week-end-là, Gabriel retourna au marché. Il s'habilla plus simplement. Une chemise en lin, un pantalon léger, des baskets. Plus de costumes, de montres chères ou de voitures importées. Il voulait se fondre dans la masse, mais il était trop tard. Adeline le reconnut dès qu'il s'approcha. « Salut, monsieur Courgette » dit-elle joyeusement. « Aujourd'hui, on a des cerises, tu sais. Mamie les accueillit tôt. » Gabriel sourit, touché par sa spontanéité. « Je suis venu acheter, mais aussi discuter si je peux. » Adeline sortit une chaise en plastique, tout excitée. « Vous pouvez vous asseoir. On adore bavarder ici. » Et ils bavardèrent. Sur les fruits, sur son école, sur ses dessins animés préférés, et sur Claire. Adeline parlait de sa mère avec une étincelle dans les yeux comme on parle d'une légende. Mamie dit que ma maman était très intelligente, qu'elle voulait être maîtresse, qu'elle m'aimait beaucoup, même avant ma naissance. Gabriel sentit un nœud dans la gorge. « Et ton père ?» osa-t-il. Son visage se ferma un instant. « Je ne l'ai jamais connu. Mamie dit que c'était un homme de la ville. Il est parti quand il a appris la grossesse. » Les mots tombèrent comme une sentence. Il resta là, immobile, regardant la fillette plier des sacs en papier avec le même soin que Claire mettait à ses livres. Quand elle sourit de nouveau, il eut envie de pleurer, mais il ne put pas. Cette nuit-là, il retourna au motel. Il s'assit dans la pièce sombre et y resta, seul, pendant des heures. Les murs fins laissaient passer le son de la télévision d'un autre client. La vie continuait, mais lui était figé dans le temps. Il ne savait plus qui il était, ni où il appartenait. La seule certitude était, si elle est ma fille, j'ai perdu 8 ans qui ne reviendront jamais. Avez-vous déjà eu l'impression que le temps vous a volé quelque chose que vous n'auriez jamais dû perdre? Comme si un choix ou une omission avait tout changé. Si cette partie vous a laissé un nœud dans la gorge, laissez un « oui » dans les commentaires. J'ai besoin de savoir si cette histoire vous touche aussi. Le résultat arriva un matin nuageux. Julien, le détective, appela, sa voix plus grave que d'habitude. « Gabriel, j'ai ce que tu as demandé. » Et Adeline est née le 16 février 2015, en région lyonnaise. Mère, Claire Bernard. Père, non déclaré. Gabriel inspira profondément. « Ça, je m'y attendais. Et le reste ?» Les dossiers scolaires, les registres du centre de santé, tout indique qu'elle a été élevée par sa grand-mère depuis qu'elle est bébé. Claire est morte en couche, Gabriel. Hémorragie aiguë. Elle n'a eu aucune chance. Le silence à l'autre bout fut écrasant. Et Claire, pourquoi ne m'a-t-elle jamais dit? Selon les voisins, elle est arrivée en ville déjà enceinte, venant d'un mariage difficile avec un homme riche. Personne ne connaissait les détails. Mais il y a plus. Julien hésita. Claire a laissé une lettre. Une seule, chez sa grand-mère, pour le père de la fillette, s'il apparaît un jour. Tels furent ses mots. Gabriel sentit ses jambes flancher. Claire avait laissé quelque chose. Pour lui, Julien. Tu peux en avoir une copie? Non, la lettre est avec sa grand-mère. Et d'après ce que j'ai compris, elle ne la remettra que si tu la regardes dans les yeux. Gabriel raccrocha le téléphone, le cœur battant dans sa poitrine. C'était plus que de la curiosité. C'était une convocation. Cette nuit-là, il retourna chez Madame Dubois. Il n'y avait plus de doute, plus d'excuses. Il s'arrêta devant le portail en bois tordu et respira profondément. La vieille femme ouvrit la porte lentement. Elle ne dit rien. Elle le fixa simplement. « Je sais, dit-il finalement. Je sais tout, et je crois qu'il est temps pour vous de me raconter le reste. » Elle lui fit signe d'entrer. Le salon était modeste, mais accueillant. Au mur, une photo de Claire tenant bébé Adeline. Gabriel dut détourner le regard. Madame Dubois alla à une armoire, ouvrit un vieux tiroir et en sortit une enveloppe jaunie. Claire savait que ce jour pourrait arriver. Et elle a laissé ceci. Elle m'a juste fait promettre une chose. Quoi? Que je ne vous la donnerai que si vous étiez prêt. Et en me regardant dans les yeux, elle tendit l'enveloppe. Gabriel la prit d'une main tremblante. Il ne savait pas si cela fonctionnerait. Il ne savait pas ce qui allait suivre, mais pour la première fois, il voulut essayer. Gabriel ne lut pas la lettre cette nuit-là.
Il glissa l'enveloppe dans sa veste, comme quelqu'un qui protège un morceau du passé qui fait encore trop mal à toucher. Mais son poids resta avec lui tout le temps. Le lendemain matin, au lieu de retourner à Nice, il s'arrêta dans une pharmacie de la ville voisine et acheta un kit de prélèvement d'ADN. Il acheta aussi du papier à lettres, des crayons de couleur et une petite boîte de chocolat, comme s'il pouvait compenser des années d'absence par de simples gestes. Il retourna au marché avec le cœur serré. Adeline était là, comme toujours, arrangeant méticuleusement les fruits avec une précision enfantine. Quand elle le vit, elle sourit. « Monsieur Courgette est de retour. Aujourd'hui, on a des prunes. » Gabriel s'assit lentement, comme s'il ne voulait pas effrayer un animal craintif. « Adeline, puis-je te poser une question difficile ?» Elle arrêta de compter les pièces et le regarda sérieusement. « Oui, voudrais-tu savoir qui était ton père ?» La fillette fronça les sourcils. « Mamie dit qu'il est parti avant que je naisse, et que ce n'était pas une bonne idée de continuer à s'en souvenir. Et toi ? Qu'est-ce que tu ressens ?» Elle réfléchit un instant, puis répondit avec la maturité de quelqu'un qui avait entendu de nombreux silences. « Parfois, j'imagine comment ce serait, s'il serait gentil, s'il me ressemblerait. » Gabriel inspira profondément. « Serais-tu prête à faire un test, un simple test, pour savoir si je pourrais être ton père ?» Adeline resta silencieuse. Après quelques secondes, elle sourit. « Vous ressemblez à ma maman, dans la façon de regarder quand vous êtes sérieux. Et vous sentez le parfum cher comme elle. C'est bien ou mal? C'est juste étrange. » Elle réfléchit encore un peu et puis hocha la tête. « D'accord, mais seulement si je peux le faire avec mamie juste à côté de moi. » Gabriel hocha la tête, soulagé. « Bien sûr, tout avec sa permission. » Adeline sourit à nouveau. Et pour la première fois, Gabriel ne sentit aucune peur. Il sentit une nouvelle sorte d'espoir, fragile, mais vivante. 2 jours plus tard, Gabriel retourna chez Madame Dubois avec le technicien de laboratoire qu'il avait engagé pour faire le prélèvement à domicile. Il voulait que tout soit discret, confortable pour Adeline. La fillette, comme toujours, était calme, curieuse, mais sans peur. Le technicien expliqua tout calmement. Elle ouvrit la bouche, sourit, lorsque l'écouvillon toucha sa joue. « Ça chatouille !» Gabriel rit. Pour la première fois depuis des années, il laissa échapper un rire sincère. Madame Dubois, cependant, resta sérieuse. « Et si le résultat est positif ?» demanda-t-elle après le départ du technicien. « Que voulez-vous exactement, Gabriel ?» Il hésita. « Je veux la connaître, être présent, aider avec tout ce dont elle a besoin, être un père. Et qu'allez-vous sacrifier pour cela ?» La question le frappa en plein cœur. Sacrifice. C'était le mot qu'il évitait de penser. Cette nuit-là, de retour dans son luxueux appartement à Nice, Gabriel parcourut chaque pièce comme s'il la voyait pour la première fois. Tout était cher, beau et vide. Dans la chambre d'amis, il trouva un vieux dossier avec les documents du divorce. Là, parmi les papiers officiels et les reçus de thérapie de couple, il vit une note manuscrite de Claire. « S'il n'y a pas de place pour un enfant ici, il n'y aura jamais de place pour nous. » Il resta là longtemps, à fixer la phrase. Le lendemain, en conduisant, Gabriel répéta mentalement comment il dirait à Adeline qu'il était son père. Mais avec le désir vint la peur. Et si elle ne veut pas de moi? Et si elle me rejette? Et si elle pense que j'arrive trop tard? Il pensa à son enfance, aux anniversaires qu'il avait manqués, aux genoux écorchés qu'il n'avait pas pu soigner, aux dessins qu'elle montrait à sa grand-mère et jamais à un père. C'est alors que son téléphone sonna. C'était Julien, le détective. « Gabriel, le laboratoire a appelé. Le résultat est prêt. » Gabriel sentit le sang se vider de son visage. « Alors, positif, 99,9%. Adeline est ta fille. » À l'autre bout du fil, le silence. Gabriel ne put répondre. Il le sentit, c'est tout. Le monde avait maintenant un nouveau nom. Adeline. Gabriel arriva chez Madame Dubois avec l'enveloppe à la main et le cœur serré. Adeline l'attendait assise sur le perron, ses petites jambes se balançant de la chaise en osier, son ours en peluche sur les genoux. Elle sourit en le voyant, comme si c'était juste un autre samedi. « Salut, monsieur Fruitz !» dit-elle, enjouée. Gabriel s'agenouilla devant elle. « Adeline, j'ai quelque chose de très important à te dire. » Elle écarquilla les yeux, serrant son ours en peluche. « Qu'est-ce que c'est ?»
Il inspira profondément. J'ai reçu le résultat du test, celui que tu as accepté de faire avec moi. Elle devint sérieuse. Et Gabrielle ouvrit lentement l'enveloppe et tendit le papier à Madame Dubois, qui le lut en silence. Ses yeux s'embuèrent. « C'est positif, dit-elle doucement. Tu es sa fille ?» Adeline regarda de l'un à l'autre, confuse, puis elle baissa la tête et murmura « Alors, vous êtes mon papa ?»« Je le suis, » répondit Gabrielle, la voix tremblante. « Si tu m'acceptes, je le suis. » La fillette ne dit rien pendant quelques secondes. Le silence était dense, sacré. Puis elle parla d'une voix à peine audible. « Mamie a toujours dit que mon papa était parti parce qu'il ne voulait pas de moi. » Gabrielle sentit sa poitrine se serrer. « Adeline, je te jure sur tout ce qu'il y a de plus sacré. Je n'ai jamais su que tu existais. Si je l'avais su, je ne serais jamais parti. Pourquoi maman ne vous a pas dit ?» La question était simple, mais elle portait le poids d'une vie. Gabrielle s'assit à côté d'elle, les yeux humides. « Parce que nous nous sommes fait beaucoup de mal. Nous nous disputions trop, et je crois que elle a eu peur. Peur que je ne veuille rester avec elle que par ta cause. Peur que nous continuions à nous blesser, avec toi, au milieu de tout ça. » Adeline baissa les yeux. « J'aurais aimé la connaître. Elle était incroyable, » dit Gabrielle. « Et elle t'aimait plus que tout. J'en suis certain. » Silence à nouveau. Et puis, la question qui lui brisa le cœur. « Et maintenant, vous allez partir ?» Gabrielle secoua la tête. « Plus jamais. » Elle fronça les sourcils. « Mais, et votre vie dans la grande ville? Et vos hôtels? Et votre travail? Tout ça est toujours là. Mais, pour la première fois, j'ai réalisé que rien de tout cela n'a de valeur si je n'ai personne avec qui le partager. Vous voulez vivre ici? Je veux être là où tu es. » Adeline regarda sa grand-mère, comme cherchant une permission. Madame Dubois se contenta d'acquiescer, les yeux pleins de larmes. Puis, la fillette se leva lentement, marcha vers Gabrielle et l'embrassa. Pour la première fois, père et fille se retrouvèrent vraiment. Il sentit son corps fragile contre le sien, l'odeur de fruits et de savon. Et il comprit, peu importait ce qu'il avait perdu, à partir de ce moment, il ne perdrait plus rien. « Puis-je vous appeler papa ?» Gabrielle ne put répondre. Il hocha juste la tête, le visage caché dans l'épaule de sa fille. Là, sur le simple perron de cette maison de campagne, une nouvelle vie commença. 3 mois plus tard, Gabrielle Duval se réveillait chaque jour au son des poules de Madame Dubois dans le jardin voisin. Sa nouvelle maison, simple et confortable, était à moins d'1 kilomètre de celle d'Adeline. Et c'était tout ce dont il avait besoin. L'appartement luxueux à Nice, vide, les hôtels, toujours gérés par son équipe de confiance. Son emploi du temps de réunion, réduit de moitié. Mais son temps était maintenant pour Adeline. Il l'emmenait à l'école, l'aidait avec ses devoirs, apprenait des recettes de Madame Dubois. Il découvrit que sa fille adorait les mathématiques mais était terrifiée par la natation, et que chaque soir, elle demandait une histoire avant de dormir. Un jour, elle le regarda et demanda « Papa, es-tu plus heureux maintenant ?» Il n'eut pas besoin de réfléchir. « Oui, je n'ai jamais été aussi heureux. » Parce que Gabrielle découvrit quelque chose que tous les hommes qui réussissent n'ont pas le courage d'admettre. Avoir tout est différent d'avoir ce qui compte vraiment. Et la leçon que Gabrielle a prise est une qui peut-être vous parle directement. Parfois, la vie nous offre une seconde chance, mais elle ne crie jamais. Elle murmure, et c'est à nous d'avoir le courage d'écouter. Car en fin de compte, ce ne sont pas les contrats qui définissent notre histoire. Ce sont les étreintes, les choix et les moments que l'on décide de ne pas laisser échapper. Si cette histoire vous a touché de quelque manière que ce soit, cliquez sur le bouton « J'aime » maintenant. Pour moi, c'est plus qu'un simple bouton. C'est un signe qu'il vaut la peine de continuer à apporter des histoires comme celle-ci. Et j'adore savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez. Cela crée un véritable lien entre nous. Si vous croyez au pouvoir des histoires émouvantes et transformatrices, abonnez-vous à la chaîne. Nous ne faisons que commencer, et votre abonnement fait toute la différence. Ah, et ne partez pas maintenant. Choisissez l'une des 2 histoires qui apparaissent à l'écran. Cliquez et continuez avec moi dans la prochaine vidéo. Je vous y attends.